avec l'entrée en 1972, puisque Pompidou, trahissant la pensée de De Gaulle, on va le voir dans un instant, a donné son feu vert à l'entrée du Royaume-Uni dans la construction européenne. On a eu l'entrée du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, donc déjà une Europe qui s'est beaucoup plus tournée vers le nord et surtout qui s'est ouverte vers des liens encore plus étroits avec les États-Unis par l'intermédiaire du Royaume-Uni. En 1981, c'est l'Europe des 10 avec la Grèce. En 1986, c'est l'Europe des 12 avec l'entrée de l'Espagne et de Portugal. En 1995, c'est l'entrée de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche. Donc vous voyez que progressivement la France est de plus en plus diluée. En 2004, c'est l'élargissement à 10 nouveaux pays de l'Est, plus Chypre et Malte. Donc là, on devient dans une espèce de grand conglomérat où la France, d'ailleurs, n'est plus maintenant le barycentre géographique. Maintenant, le centre de gravité géographique de cet ensemble s'est transféré de la France vers l'Allemagne fédérale. En 2000, ce transfert a été encore accentué en 2007 avec l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie, donc dans une Europe à 27. Nous sommes en train actuellement d'aller vers l'Europe à 29 avec l'entrée très prochaine de la Croatie et de l'ex-Macédoine. Les négociations sont très avancées d'adhésion. Il y aura ensuite, avant la fin de la décennie, l'Europe à 30 avec l'entrée de la Turquie. Donc toutes les négociations sont en cours. Et puis il y aura peut-être ultérieurement l'Europe à 33 avec l'entrée de l'Ukraine, de l'Arménie, de la Géorgie, qui ont fait savoir leur intérêt pour entrer, dont le caractère de candidat possible est acté, sachant que l'Ukraine, c'est plus ou moins vrai. Enfin, plus ou moins, il y a une position qui est assez variable. Alors, le résultat de ceci, eh bien, c'est celui-là. Vous avez 27 États, membres de l'Union européenne, avec 23 langues officielles. L'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque. Nous avons 23 langues officielles. Nous avons 3 alphabets. L'alphabet romain, l'alphabet grec, l'hellénico alphabeto, et depuis l'entrée de la Bulgarie, l'alphabet cyrillique, Kyrillia. Et tout ceci, eh bien, nous donne 506 combinaisons de traduction, avec évidemment des coûts de traduction inimaginables qui découlent de ces opérations. Alors, comme les coûts de traduction sont inimaginables, comme il est difficile de trouver des interprètes tchèques, danois ou bien slovènes, estoniens, eh bien, petit à petit, le réalisme, si j'ose dire, s'impose. Et le réalisme, c'est quoi? Eh bien, c'est que nous allons vers une langue unique. Quelle langue unique? En 1960, pendant toute la décennie des années 1960, les langues officielles de l'Union de la CEE, c'était le français, l'allemand, le néerlandais et l'italien. C'était les 4 langues de la CEE. Il n'y avait aucun document en anglais. Mais oui, le Royaume-Uni n'y était pas. Il n'y avait aucune raison pour que quelque document européen que ce soit produit en anglais. Vous voyez qu'en 1996, la colonne rouge, c'est les documents produits par la Commission européenne en anglais, en bleu, c'est en français. En 1996, l'anglais avait déjà dépassé le français, mais depuis la décennie 96-2007 a été une